Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Ouria. Elle avait 15 ans en 1975. À Marseille, elle a été enlevée, séquestrée, torturée et violée par celui qui est devenu 2 ans plus tard le dernier guillotiné en France, Hamida Djandoubi. C'était en 1977. Attention, certains passages de ce récit peuvent choquer. Ouria nous relate les faits avec beaucoup de courage et d'authenticité, et ça peut être difficile à entendre. Bonne écoute. Ouria, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Elle est méconnue parce que Hamida Djandoubi a été guillotiné en 1977, qu'après qu'il ait été guillotiné, on l'a oublié. Donc on n'a pas connu l'histoire d'Ouria, et Hamida Djandoubi a été guillotiné pour, l'ensemble de son œuvre. Pour un meurtre, le meurtre d'une femme, pour l'enlèvement, la séquestration, le viol, les tortures qu'il a fait subir à Ouria, et aussi parce qu'il forçait 2 jeunes filles à se prostituer. C'est pas une histoire qui a intéressé. C'est pas une histoire qui a passionné. Et Ouria s'est retrouvée dans ce fait divers oublié. Elle-même a voulu l'oublier. Donc, cette affaire, on est allé l'exhumer. Et son témoignage, il est unique pour ça aussi. Parce que c'est la première fois. La première fois qu'elle parle. J'avais pas de vice dans la tête, j'étais jeune, je pensais pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose ou quoi que ce soit. Donc je suis montée dans la voiture et on est allé dans cet appartement. J'ai pas pensé à quoi que ce soit. J'étais là, je devais prendre ma douche, manger un petit peu et réfléchir. Quand je suis sortie de la douche, j'ai demandé mes vêtements. Il m'a dit non. Tiens, il m'a donné un peignoir de bain blanc. Il m'a dit mets ça. Quand j'ai vu son air menaçant, ça a fait tilt dans ma tête. Hamida Djandoubi avait 28 ans quand il a été guillotiné au Beaumet à 4h40 le 10 septembre 1977. Hamida Djandoubi, un ouvrier agricole originaire de Tunisie, avait été jugé et condamné en février dernier pour assassinat, viol, coups et blessures. Alors on lui détache les mains, on lui demande s'il veut une cigarette, il veut une cigarette, puis une deuxième, puis il en veut une troisième. L'instant où l'otage du dernier condamné à mort s'est échappé. Quand on est entré chez elle, donc on est arrivé dans des petites résidences à Cassis. Bien sûr, j'ai eu peur qu'elle change d'avis et qu'au dernier moment, elle nous dise bien légitimement non, je peux pas. Je peux plus vous raconter ça. Je voulais le faire, mais je n'y arriverai pas. J'ai pas les mots, j'ai pas. Et franchement, j'ai été époustouflé par cette femme. Dès le départ, c'était dramatique. Elle naît, ses parents sont algériens, ils viennent d'arriver en France. Elle a une sœur qui a 3 ans de plus qu'elle, que ses parents aiment, ont reconnu et élèvent. Et elle arrive 3 ans après Ouria, et ses parents n'en veulent pas. Et elle est placée tout de suite dans une institution. J'étais dans un foyer à Toulon et j'en avais marre. Donc j'ai fugué. J'avais 15 ans. C'était en 74. Donc j'ai fait du stop de l'autoroute sud. J'ai fait toute l'autoroute à pied. Ça fait beaucoup de distance? Oui, j'ai fait 20 kilomètres sur l'autoroute. D'abord parce que je pouvais pas faire de stop. Sur l'autoroute, personne ne s'arrête. Donc j'étais obligée de marcher pour arriver jusqu'à Marseille. Il était 11h du matin à peu près quand je suis arrivée à Aubagne, à la zone industrielle. Et je suis arrivée, c'était 5h30, 6h à Marseille. J'avais pas d'argent, j'avais rien, donc j'ai pris le bus à l'œil pour voir mes parents, pour aller chez mes parents. Et quand je suis arrivée, j'ai tapé, personne, je tape, personne. Et ma voisine qui a entendu taper est sortie. Parce que on était c'est des Algériens aussi qui habitaient sur mon palier.
Elle se demandait ce qui se passait. Donc, elle est sortie et elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, mes parents, ils sont pas là. Elle m'a dit, non, tu sais bien qu'ils sont partis en Algérie. Je dis, non, je ne le sais pas. Je dis, je suis dans un foyer. Je suis restée 1 heure environ dans les escaliers. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Et je suis allée sur la canebière et je me suis assise sur un banc. Je savais pas quoi faire. Est-ce que je dois aller à la police? Je savais pas quoi faire. J'avais pas d'argent. J'étais dans mes pensées. Ça a duré pas mal de temps. Et c'est là que j'ai vu arriver 2 filles qui se sont assises à côté de moi. Donc je les ai regardées. Elles m'ont souri, je leur ai souri. Elles m'ont dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et puis elles ont entamé la conversation avec moi en me racontant n'importe quoi. Il fait chaud, c'est vrai qu'il faisait chaud ce jour-là. D'où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et puis j'en suis venue à parler de ce qui m'arrivait. Donc je leur ai dit, j'étais dans un foyer, j'ai fugué. Et je suis allée chez moi, il n'y a personne. Je suis là. Elles se regardaient toutes les deux. Je ne pensais pas du tout qu'elles allaient me venir en aide ou quoi que ce soit. Disons que je m'étais vidée un peu par rapport à ce qui s'était passé. Et puis elles m'ont dit, non, mais si tu veux, tu peux venir chez nous. Tu pourras, parce que j'avais les pieds sales, j'avais un pantalon, je transpirais, j'avais les cheveux longs qui étaient tout en mêlée, quoi. J'étais pas belle à voir. Et là, elles me disent, oui, comme ça, tu te prendras une douche, et si tu veux manger quelque chose, et après, tu verras ce que tu fais. Donc moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et c'est quand on s'est levé que... Donc il est arrivé, soi-disant leur cousin, Amida Djandoubi. Quand ça devenait très dur, elle se taisait. Je voyais des larmes derrière ses lunettes. Elle se reculait du micro. Elle reprenait son souffle. Elle respirait. Et puis elle se ravançait vers le micro et elle continuait son récit. Et on voit qu'il y a en elle une force extraordinaire. Elle m'a dit, c'est notre cousin, ne t'inquiète pas, il a une voiture, il va nous amener. Et moi, j'avais pas de vis dans la tête, j'étais jeune, je pensais pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, je suis montée dans la voiture et on est allé dans cet appartement qui se trouve à Saint-Ginier. Et un petit appartement au premier étage. En fait, il y avait que leur appartement à eux et une voisine. Donc, on est rentré. Lui, il est resté. J'ai pas pensé à quoi que ce soit. J'étais là, je devais prendre ma douche, manger un petit peu et réfléchir. Quand je suis sortie de la douche, j'ai demandé mes vêtements. Il m'a dit non. Tiens, il m'a donné un peignoir de bain blanc. Il m'a dit mets ça. Je l'ai mis. Et ils avaient fait une soupe. Pendant que j'étais dans la douche, ils avaient mis la table était posée. Donc il me dit assieds-toi là. Donc je m'assois. Je commence à manger. Et la soupe était vraiment trop piquante. J'ai dû manger peut-être 4-5 cuillères, mais après, j'en pouvais plus. Je dis non, je peux pas manger je peux pas manger la soupe. J'ai dit elle est trop piquante, je peux pas, ça me brûle. Il me dit tu finis l'assiette. J'ai dit non, merci, j'en veux pas. Il me dit tu finis l'assiette. Quand j'ai vu son air menaçant, ça a fait tilt dans ma tête.
j'étais abasourdie. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai dormi. La première nuit, j'ai été tranquille. La deuxième est passée. Je crois que c'est au bout de la troisième nuit, de la troisième journée, que ça a commencé. Donc les tortures, frapper, violer. Et les filles, elles étaient là, elles regardaient ce qui se passait. Elles n'ont jamais été touchées tout le temps que j'ai été là. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous criez? Vous faisiez quoi? Vous Non, débattiez? je criais Vous pas. essayiez de partir? Non, je n'arrivais pas à crier. En fait, j'acceptais ce qui m'arrivait. J'étais, je sais pas comment expliquer. J'étais choquée. Je savais pas quoi dire. Je savais pas. Pour moi, c'était inconcevable. C'était pas normal. Donc, j'ai accepté ce qui s'est passé. Pendant combien de temps? Ça a duré pratiquement 1 mois. Personne ne savait que vous étiez là? Personne ne pouvait venir vous aider? Non, non, non. Et vous le saviez? Ah oui, ça, je le savais. En plus de ça, la voisine n'était pas souvent là. Donc, j'aurais pu crier, j'aurais pu faire ce que je voulais. Personne ne serait venu à mon secours. Mais lui, il quittait l'appartement de temps en temps? Les filles partaient? Non, pendant pratiquement 3 semaines, on a quitté l'appartement 1 fois ensemble. Il nous a amenés boire un coup un peu en retrait de la mer, où il y avait des rochers, c'était pas le sable et tout. Et on s'est assises tous les 4 d'abord, et puis lui, il s'est levé et il est allé commander à boire. Il nous a pas demandé ce qu'on voulait, il est allé commander à boire. Et là, dans ma tête, il s'est passé 1 million de choses. Tu te lèves, tu cries, les gens ils vont te prendre pour des fous, il va arriver le temps que tu te lèves, il va t'en faire baver plus qu'autre chose quand on sera rentré, parce que j'ai eu le malheur de faire ça. Plein de choses qui m'ont paralysée sur la chaise, jusqu'à ce qu'ils reviennent. J'avais l'opportunité de pouvoir m'enfuir, de pouvoir faire quelque chose, ameuter les gens qui étaient tout autour de nous assis. Et je les voyais heureux, je les voyais rigoler, je les voyais en famille. Et j'étais paralysée sur la chaise. La force ou la puissance, en tout cas dévastatrice d'Amida Djandoubi, c'est qu'il a réussi à installer la prison dans la tête d'Ouria. La prison, c'est pas seulement les murs de l'appartement de Djandoubi, derrière lesquels elle est séquestrée, et cette porte fermée à clé, parce qu'il l'a déjà détruite. Et quand on est reparti, on est passé par la corniche. On est arrivé devant un Sonacotra. Et c'est là qu'il m'a dit, tu vois cet endroit? Moi, j'ai pas répondu. Je regardais. Il m'a dit, quand je serai formée, tu viendras travailler ici. Ça voulait dire? Faire le tapé. Au bout de 3 semaines, il part pour faire je sais pas quoi. Je ne me rappelle plus du tout, mais il s'en va. L'idée m'en est pas venue tout de suite, parce que je me suis dit, dans 2 minutes, il va être là. Mais après, il est passé 1 heure, il était toujours pas revenu. 1 heure, 1h10, 1h30, toujours pas venu. La porte n'était pas fermée à clé. J'ai commencé à gamberger et je me suis dit, c'est le moment. Je l'ai regardé. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Je dis, moi, je m'en vais. Pars pas, tu vas voir ce qu'il va te faire quand il va revenir. Je dis, moi, je tente le coup. S'il revient, j'aurais tenté le coup, mais je m'en vais.
Tu veux venir avec moi, tu viens. Tu veux pas venir avec moi, tu restes. Pendant les tortures qu'il m'avait faites, il me tapait sur les doigts de pied avec un bâton. Et il m'a cassé le petit orteil de la jambe gauche. J'avais du mal à marcher. Je suis sortie. J'étais mal habillée. J'avais un short tout miteux, tout vilain, qu'il n'en pouvait plus. Je suis sortie comme ça. Elle m'a suivie. Je viens. J'ai pas polémiqué avec elle. J'ai même pas regardé ce qu'elle faisait. Je suis partie. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il n'est pas derrière la porte? Est-ce qu'il n'arrive pas maintenant? J'ouvre la porte, quand même assez doucement. Je sors la tête. La rue était vide complètement. Il n'y avait même pas de voiture, de voisins, etc. La route était vide. Je marche, mais très vite. Je n'arrivais pas à courir. Mais j'essayais de marcher très vite, le plus vite possible. Et je me rappelle qu'il y avait un commissariat au Prado. Donc, je vais direct là-bas. Et elle, derrière, qui me suivait. J'ai dit, je veux voir le commissaire. Non, mais le commissaire, on ne le voit pas comme ça. Je dis, je veux voir le commissaire. Non, mais pendant un moment, ça a duré. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a. Nous, on va faire le nécessaire. J'ai dit, non, je veux voir le commissaire. Donc, ils ont fini par céder et ils m'ont rentré dans le bureau du commissaire. Ne sera pas prise au sérieux avant qu'elle ne dise « Mais il a aussi tué une femme dont il a abandonné le corps dans un cabanon près d'Aix-en-Provence. » Là, on va l'écouter. Pendant que j'étais chez lui, il m'avait menacé de mort et il m'avait expliqué, mais en détail, ce qu'il avait fait à Elisabeth Bousquet, les tortures, le cabanon, et il m'a expliqué comme il avait étranglé, etc. Enfin, d'un air de dire que si tu m'écoutes pas, je te ferai la même chose. On rappelle, Ouria, qui est Elisabeth Bousquet? C'est la jeune fille qui l'a prostituée dans un premier temps pendant qu'il sortait avec elle. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais je sais qu'elle est allée au commissariat porter plainte contre lui. Lui, il a été interpellé, mais je sais qu'il a fini par la retrouver par la suite, qu'elle a eu le malheur d'accepter de retourner avec lui. Et le premier jour où il l'a rencontré, il lui a fait subir tout ce qu'on sait. Donc, jusqu'à la tuer. Jusqu'à la tuer, oui. Et cacher son corps. Et cacher son corps dans ce cabanon, accompagné de ses deux filles. Elles ont assisté à tout. Vous étiez au courant, il vous avait menacé de vous faire la même chose, et quand vous entrez dans le bureau du commissaire, qu'est-ce que vous faites? Vous lui racontez ça? Alors, je lui dis que j'ai été enlevée, séquestrée. Et surtout, je lui dis, pas pour être crédible, mais pour qu'il prenne la chose plus au sérieux, je lui dis, mais il a tué une fille aussi. Et là, il m'a pris au sérieux. Et là, il m'a écouté. Et apparemment, ça a fait tilt chez le commissaire. Ils n'avaient pas trouvé qui était l'auteur de ce meurtre. Et là, il m'a pris au sérieux. Il m'a dit, vous venez avec nous. Je dis, je viens avec vous, pourquoi? Il m'a dit, on va l'arrêter. J'ai dit, non, moi, je ne viens pas avec vous. J'ai dit, je me suis échappée de là-bas, je ne vais pas y retourner. Il en est hors de question. Et vraiment pas gentil, mais autoritaire, vous venez avec nous. Sachant la peur que j'avais pas le choix. Et donc, ça va être la double peine. Alors qu'elle a réussi à fuir cet enfer, ce lieu du cauchemar, elle doit maintenant y retourner, la peur au ventre, même si elle est avec des policiers, et puis la peur au ventre aussi parce qu'elle sait que c'est elle qui va dénoncer son ravisseur et son violeur, et qu'après, il peut y avoir des représailles. Enfin, elle en a forcément conscience, parce qu'à 15 ans, c'est une gamine intelligente, qui sait comment fonctionne la vie, comment fonctionne
quelqu'un qui veut se venger ou qui pourrait chercher à lui refaire du mal ensuite. Elle sait très bien que c'est pas forcément la police qui va la protéger. La preuve, quand elle entre dans le commissariat, on la croit pas. Il n'était pas encore arrivé. Donc on monte dans l'appartement. Je leur avais dit, au commissaire, je lui avais dit qu'il avait des armes et plein d'effets de torture dans ses tiroirs avec lesquels il m'avait torturé, etc., etc. Donc ils ont ramassé, ils ont fouillé de partout, ils ont fouillé, ils ont récupéré les revolvers, ils ont récupéré le bâton, les fils électriques, même la rissa. Pourquoi Larissa? Pause. La scène que vous allez découvrir maintenant est extrêmement difficile à entendre. Ce passage, nous avons choisi de le laisser tel quel pour que vous compreniez bien ce que Ouria a traversé. Pas pour en rajouter, simplement parce que c'est la vérité. Pourquoi Larissa? Parce que il me mettait de la rissa dans le vagin pour que ça me brûle. Et c'était l'effet escompté parce que je criais le bon Dieu tellement ça me faisait mal. Ça, c'est un parmi tant d'autres des tortures que j'ai subies, hein, parce qu'il y en a bien d'autres. Il y a l'électricité. Il me faisait asseoir devant lui. Les filles, une était sur le lit, l'autre était sur la chaise. Il prenait les 2 fils d'une main et de l'autre. Et il me demandait de mettre mes mains sur mes jambes. Et il m'électrocutait en me mettant le fil sur mes mains. Mais moi, chaque fois, je faisais ça parce que j'avais peur. Et quand je faisais ça, c'était le double. Jusqu'à ce qu'il en ait marre. Violer, c'était à longueur de journée. Parce que pendant presque 3 semaines, il ne sortait pas. Il avait même plus de relations avec les autres filles. Enfin, donc voilà. Donc on s'est retrouvés dans son appartement. La police a pris tout ce qu'ils avaient à prendre. Et le commissaire demande à un des policiers de le surveiller, s'il arrive. Et effectivement, donc, au bout d'un moment, il arrive. Donc tout le monde se cache. Et moi, je me cache derrière un policier, la tête sur son dos, les bras autour de sa taille, pour ne rien voir. Et je le serre. D'ailleurs, il m'a dit, lâche-moi un petit peu. Tellement je le serrais, tellement j'avais peur. Il est monté. Dès qu'il est monté, ils l'ont mis à terre, les menottes, et ils l'ont embarqué. C'était la fin du cauchemar pour vous? Entre guillemets, parce qu'il y a une partie de cauchemar en prison après. Parce que je suis quand même restée 4 jours en prison. Et je demandais pourquoi et tout. On ne sait pas où vous mettre. J'ai demandé à manger, on m'a ramené un sandwich tout sec avec du fromage. Et je suis restée 4 jours donc en prison parce qu'ils ne savaient pas où me mettre. Ce qu'il faut essayer de s'imaginer, on est en 1975, c'est remettre ces faits-là dans le contexte d'aujourd'hui 2020. Imaginez cette histoire, juste cet épisode-là, la gamine qui arrive au commissariat, elle a 15 ans, qu'on va entendre sur une affaire de viol. On va aller chercher son violeur, ensuite on va l'enfermer 4 jours dans une cellule de garde à vue. Vous imaginez le tollé aujourd'hui? D'ailleurs, c'est même pas possible. Ça n'est même pas possible. Tout ce qui lui est arrivé est dramatique et injuste de bout en bout. À la prison à l'évêché, j'ai eu des examens au niveau du vagin, parce que je leur avais dit que j'avais de la rissa encore. Violé, bon ça, il y avait 3 semaines déjà que c'était fait. Les traces, par contre, quand ils me faisaient l'électrocution, j'avais comme des petites croûtes. Des brûlures? Voilà, un peu comme des brûlures, mais ça faisait de la croûte. Donc, ils ont relevé tout, ils m'ont regardé de la tête jusqu'aux pieds. Et après ça, donc, ils m'ont mis en prison. En fait, ils vous ont mis dans une cellule parce qu'ils ne savaient pas où vous mettre.
Mais il fermait la porte le soir? Ah oui, j'étais enfermée. On me donnait à manger quand je le demandais, sinon ils ne pensaient pas à moi. Ils avaient trop de monde, soi-disant. Il n'y a pas un psychologue, une psychologue qui est venue s'asseoir à côté de vous? Non. J'ai pas eu cette possibilité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir vider ce que j'avais. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que des hommes, des femmes, ont pu continuer à ne pas faire attention à cette gamine? Pas forcément la maltraiter, mais les policiers qui l'enferment dans la salle de garde à vue, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une policière qui soit allée la voir, qui soit assise à côté d'elle, une psychologue qui soit venue la chercher, un hôpital dans lequel on l'aurait conduit, une chambre d'hôpital où on l'aurait installée, où on serait venu la voir, en prenant de ses nouvelles, en se souciant de savoir comment elle allait. En fait, cette fille, Ouria, cette femme qu'elle est devenue, c'est une miraculée, parce qu'après ce qu'elle a vécu, elle aurait pu 1000 fois se suicider. Quand je suis sortie de prison, on m'a trouvé un foyer de jeunes filles. Donc, toutes les filles sont au courant. C'est dans le journal. Donc, tout le monde me pose des questions. Je réponds certaines je ne réponds pas. Mais ce que j'ai jamais dit à personne, et ce que mes enfants ne savent pas, c'est que je suis tombée enceinte. Et que j'ai dû avorter. J'ai dû avorter parce que le temps que je reste au foyer et que je m'en rende compte, les 3 mois, ils étaient passés. Les monitrices me disaient « Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le garder? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et moi, jamais de la vie d'un fou, jamais de la vie. Donc, elles ont fait le nécessaire à la Conception. C'est un hôpital sur Marseille. Je suis rentrée, ils m'ont avorté et je suis ressortie. Il y a avec elle, quand on a nos échanges, des moments où on ne trouve plus les mots pour lui poser la question suivante. Parce qu'on est tellement dans l'étonnement, la sidération de ce qu'on vient d'entendre, l'incompréhension, et puis aussi un sentiment de colère et d'injustice, qu'elle ait pu subir tout ce qu'elle a subi, que finalement, il y a des moments où je ne pouvais plus poser de questions. Et j'avais plus de questions. Je ne savais plus quoi lui dire. Donc elle souriait, puis elle continuait toute seule, puis moi je souriais aussi. On était dans quelque chose qui était totalement décalé par rapport à la gravité des faits. Ça a été le procès. Donc je suis restée 2 jours... Parce qu'ils ont fait passer... vous savez comment ça se passe. On reste dans une pièce, on n'a pas le droit de parler à qui que ce soit, etc. Donc, je suis restée 2 jours pleins dans une pièce. Pour moi et pour mon âge, c'était infernal. Et ce qui m'a beaucoup blessée, ce qui m'a tuée, c'est que quand mon tour est venu, que je passe à la barre, je suis rentrée. Il y avait un monde pas possible. En marchant vers la barre des témoins, je regardais donc du côté droit où il y avait tous ces gens. Et dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est tout ce monde? Mais qu'est-ce que c'est? Mais ils vont entendre ce que je vais dire. Je suis restée bloquée à la barre. Et le juge, pour moi, pour mes 17 ans, m'a paru méchant. Oui, mais vous parlez, mais vous... Oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais déjà, Djandoubi Hamida, j'ai pas jeté un seul regard sur le banc des accusés. Vous aviez un avocat? Oui, j'avais un avocat que j'ai su par la suite, mais que j'ai pas vu. Vous n'avez jamais vu votre avocat? Non, je n'ai jamais vu mon avocat. Et vous savez son nom? Même pas. Je sais pas qui c'est. Pour moi, j'avais personne. Pour moi, je venais témoigner de ce qu'il m'avait fait, c'est tout. Je connaissais pas moi les tribunaux, comment ça se passait. J'avais 17 ans. J'ai jamais eu. Maintenant, quand on m'en parle, oui, un avocat, je sais ce que c'est, etc. Mais à 17 ans. Donc le procès en 1977, cour d'assises, condamnation à mort
d'Amida Djandoubi, comme si ça suffisait à Ouria, comme si ça devait lui suffire, le fait que son violeur ait été condamné à mort. On la laisse repartir dans sa vie, sans rien d'autre, sans lui proposer une indemnisation, sans rien. À l'époque, elle va connaître très vite un garçon, qui va devenir le père de ses enfants, connaît l'histoire. Ses enfants vont naître, cet homme il est toxicomane, il va pas lui mener la vie facile pendant 10 ans. Quand il meurt, elle a 32 ans, Ouria. Ses enfants ne savent rien de son passé, le seul témoin de son passé, c'est cet homme qu'elle a connu, qui est le père de ses enfants, qui est parti avec son secret. Elle recommence une nouvelle vie, mais elle a une sœur. En fait, ma sœur l'a su parce que c'était ma sœur, donc elle savait, elle était au courant de ce qui m'arrivait. Elle l'a su que quand je suis allée au tribunal, etc. Donc elle savait, et elle l'a dit à sa fille, qui avait à peine 11 ans, et sa fille l'a raconté à ma fille. Pas en détail, mais elle lui a dit, je crois, ta mère, elle a été séquestrée, on l'a violée et on l'a torturée. Ma fille avait 10 ans. Elle n'en a pas parlé. Elle m'a rien dit. Jusqu'à l'âge elle devait avoir 15 ans. Et là, un jour qu'on était ensemble, elle m'a dit, maman, elle m'a dit, c'est vrai ce qu'elle m'a dit, Nawel? J'ai dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein? Elle m'a dit que tu avais été violée, séquestrée. Alors moi, je suis restée, mais mon sang, il n'a fait qu'un tour. Mes cheveux, ils se sont redressés sur la tête. J'étais complètement... Mais on aurait dit que le ciel m'était tombé sur la tête. Je dis, oui, c'est vrai, mais je te raconterai pas plus. Je dis, quand tu seras en âge de comprendre, je t'expliquerai. C'est ce que j'ai fait. Quand elle est arrivée à 19 ans, je crois, 19, 20 ans, je lui ai expliqué, pas en détail, mais je lui ai expliqué ce que j'avais enduré. Et ma fille, un jour, en discutant, elle s'est lâchée. Et là, j'étais obligée de le dire à mon fils. Et comment je lui ai dit à mon fils? Je lui ai marqué sur un papier, bien après, hein, quand j'ai eu bien après ma dépression quand même. Je commençais à aller plus ou moins bien, mais j'avais quand même des crises d'anxiété très mal, etc. Et j'ai pris un papier, je lui ai marqué Djandoubi Amida, je lui ai dit, tiens, va sur Internet, tape ce nom et tu verras ce que ta mère a subi. Il m'en a jamais reparlé. Il y est allé, il a regardé sur Internet. Oui. Il vous a dit qu'il avait regardé? Non, il m'a rien dit, mais je le sais. Si cette scène existait dans un film, je pense que c'est là qu'on verrait si les acteurs sont de bons acteurs. Parce qu'au moment où l'actrice qui jouerait le rôle d'Ouria tendrait le papier à son fils, il faudrait que ce soit un immense acteur pour jouer cette scène, ne pas comprendre ce nom sur un bout de papier, et puis réaliser soudain que cet homme a dû faire subir les pires choses à sa maman, s'effondrer, donner un coup de poing dans un mur, éclater en sanglots, avoir les lèvres qui tremblent, ou s'en aller en claquant la porte. Je ne sais pas comment l'acteur joue cette scène. Je ne sais pas. En tout cas, son fils a eu un sacré courage, lui aussi, d'avoir la délicatesse et l'intelligence de ne pas revenir poser des questions à sa mère et de ne plus lui en parler. D'abord, on n'en parle pas parce que c'est pas quelque chose dont on va en discuter autour d'un repas ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'ai honte devant mon fils. Pourquoi vous avez honte? J'ai honte de ce qui m'est arrivé devant mon fils. Ouria, vous avez conscience que vous n'avez aucune raison d'avoir honte? Oui, je sais, mais j'accepte plus que ma fille soit au courant. Parce que c'est une fille.
Et parce qu'elle est très, très, très proche de moi. Mon fils m'aime beaucoup, il est très, très proche de moi, mais c'est un garçon. J'avais honte de le lui dire. C'est tragique parce que moi, j'imaginais vraiment que pendant 40 ans, elle avait réussi à faire totalement l'impasse. Mais Hamida Djandoubi, et ce qu'elle a vécu, ça se réinvite dans sa vie, dans ses nuits. Elle, qui rentre le soir seule chez elle, les enfants sont partis, ça doit être difficile. En vieillissant, en perdant mon travail, en n'ayant plus de quoi m'occuper, tout est revenu. J'en ai fait des cauchemars. Je me réveillais en pleine nuit. Il fallait que je regarde pendant au moins 3-4 minutes la pièce pour me rendre compte que j'étais chez moi et que j'étais pas chez lui. Et encore, il y a une chose que je veux dire avant que j'oublie, c'est que je suis contente qu'il ait été condamné à mort. Parce que, sachant la personne que c'était, je n'aurais pas pu vivre une vie comme je l'ai vécue, en le sachant en vie. Parce qu'il serait peut-être sorti un jour ou l'autre, remise de peine. Maintenant, on ne sait plus ce qui se passe. On donne des remises de peine à des criminels, Pour moi, le fait qu'il a été condamné à mort, ça a été un soulagement. J'ai été soulagée. Dans ma tête, je me suis dit, je n'ai plus à avoir peur de ça. C'est dur de la relancer, mais je dois absolument le faire. Je dois le faire parce que, bah oui, c'est mérité, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit c'est mérité et qu'on a condamné, on fait quoi? On coupe la tête d'un homme. Sous le regard d'autres hommes, je suis pas sûr que ce soit comme ça. Je suis même persuadé que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais ça, j'étais pas comme ça quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans. J'étais bien plus virulent. Et j'aurais peut-être tenu le discours que j'entends tout le temps, qui consiste à dire et c'est bon, hein, on va pas s'apitoyer sur le sort de ce mec, il n'a que ce qu'il mérite. Est-ce que vous pouvez entendre ça, qu'on vous dise l'homme peut s'améliorer, l'homme peut changer, et après 30 ans de prison, il aurait peut-être pu sortir de prison et être un homme différent? Moi, je suis bien contente qu'il ait été condamné à mort. Je suis bien contente qu'ils l'ont tué. Parce que c'est pas possible qu'on puisse faire du mal gratuitement comme ça. Je parle pas de ces deux filles parce que ces deux filles, elles ont jamais... Pour moi, elles étaient comme des reines. Elles travaillaient, elles faisaient tout ce qu'elles voulaient. Elles sortaient, elles allaient acheter des vêtements. Elles faisaient ce qu'elles voulaient. Comment il a pu me faire ça à moi et comment il a pu faire ça à Elisabeth Boutski? Comment on peut en arriver à ce degré? C'est que il était fou, il n'était pas normal, c'est pas possible. Quelqu'un de normal peut pas faire des choses comme ça. Si on vous dit le fait de l'avoir exécuté, ça ne changera jamais rien au fait que d'autres femmes seront séquestrées, violées, tuées. Oui, mais il y en aura moins déjà. Il s'est passé quelque chose dans la mort de l'exécution d'Hamida Djandoubi. Hein. On répète que c'est 1 ou 2 ans après Ranucci, même prison, même guillotine certainement. Et il y a une magistrate qui est sommée de participer à l'exécution. Et elle écrit quelque chose, mais de mémoire. Hein. Il est 6h du matin. Je rentre des Baumettes. J'ai assisté à l'exécution d'Hamida Djandoubi comme on m'avait demandé. Et voilà comment ça s'est passé. Elle raconte une cigarette, une 2e cigarette, et puis il en veut une 3e parce qu'évidemment, cet instant, Djandoubi, il faudrait que ça soit le reculer et l'éloigner le plus possible. On lui refuse la 3e cigarette et à un moment, il faut y aller. Il y a des couvertures sur le sol de la prison pour que les autres détenus n'entendent pas les pas. Ils marchent sur des couvertures, ils vont vers la guillotine, on le couche
sur cette planche qui bascule en avant, qui avance, et immédiatement le couperet tombe. Il est guillotiné. Retrouvez tous les épisodes de l'Instant Où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.